Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Philippe, JP. Jean-Philippe, c'est un expert dans le domaine du e-commerce. Il a déjà généré des millions d'euros dans ce domaine, que ce soit pour lui ou pour ses clients. Aujourd'hui, Jean-Philippe, il travaille avec nous au sein de Learning Master pour pouvoir vous proposer un accompagnement complet et de nombreuses informations finalement ultra intéressantes pour que vous puissiez développer votre activité e-commerce. JP, voilà, je te laisse te présenter un petit peu, me dire Bonjour qui. tout le monde. En fait, tu as déjà dit pas mal de choses. Effectivement, je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 50 ans. Je suis marié, j'ai trois enfants et effectivement, je fais de l'e-commerce depuis plus de 5 ans. Je suis à la base ingénieur en sécurité informatique et du coup, avec mon agence, puis personnellement, on a généré plusieurs millions d'euros pour nous, nos clients, etc. On a fait de l'accompagnement, etc., etc. Donc, je suis très content d'être là avec toi aujourd'hui, Djibril. Merci. Bah écoute, super, plaisir partagé. Aujourd'hui, à travers cette même vidéo, on va vous expliquer concrètement comment est-ce que on a fait pour pouvoir passer de 0 à 15K par jour en l'espace de 3 jours seulement. Avec plusieurs stratégies d'acquisition. JP, je vais te laisser introduire le sujet et dire finalement quelles sont les étapes même et les prérequis pour pouvoir parvenir à ce type de résultat. Oui, tout à fait. Merci, Djibril. Effectivement, pour arriver à ce genre de résultats et même pour faire des résultats, quel que soit le type de résultat dans l'e-commerce, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut impérativement avoir une vraie structure légale pour pouvoir se dire on va commencer à encaisser de l'argent ou pas. Pour ça, il faut absolument avoir une société, quel que soit le montage fiscal que vous ayez, que ce soit en France, à l'étranger, etc., que vous soyez expatrié, etc. Il faut avoir un cadre légal pour le faire. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il faudra pouvoir plugger sur le système un processeur de paiement qui va être relié à votre société. Donc, en général, c'est Stripe ou PayPal, par exemple. Mais dans tous les cas, il faudra une société pour pouvoir avoir le droit d'encaisser d'un point de vue légal. Donc ça, c'est une chose très importante et que beaucoup de personnes oublient et que ne mettent pas forcément en place. Il existe plein de solutions aujourd'hui sur le marché pour optimiser sa fiscalité, etc., etc. Ce n'est pas forcément le but d'aujourd'hui, mais il faut savoir que dans tous les cas, avant de se dire je veux commencer, il faut déjà penser à cette étape-là. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a notre société, on peut créer ce qu'on appelle notre Stripe et notre PayPal pour pouvoir les plugger après, pour pouvoir récupérer de l'argent de nos ventes. Voilà. Donc, il y a pas 40 solutions possibles. Et pour que ce soit périn dans le temps, il faut absolument que ça soit appuyé sur une société. On peut très bien créer un Stripe et un PayPal, mais au bout de, on va dire, dès que vous allez encaisser un tout petit peu d'argent, ils vont être bloqués parce que vous n'avez pas fourni les papiers de société. Donc ça, c'est une chose très importante. Ensuite, la deuxième étape qu'on met en place une fois qu'on a ce type de processus-là dans l'e-commerce et notamment dans la partie dropshipping, parce que dans notre étude de cas aujourd'hui, c'est vraiment du dropshipping pur. Le dropshipping, je rappelle, c'est simplement on a un site vitrine sur lequel on met des produits. Le client passe commande sur notre site, on récupère l'argent du coup via nos processeurs de paiement de notre société, et nous, on passe commande chez un fournisseur tiers qui lui va livrer la commande à notre client. Voilà. Donc, on n'a pas de stock, etc. Donc, c'est un des gros avantages pour démarrer dans l'e-commerce de commencer par le dropshipping. Ensuite, la deuxième étape, je dirais que c'est de pouvoir se focaliser sur un produit, la recherche produit. Et en fait, c'est pour moi vraiment le nerf de la guerre. On va dire 80 à 90% de votre réussite va venir du produit. Si demain vous arrivez à trouver un produit qui répond à tous les critères de l'e-commerce, vous avez beaucoup plus de chances de faire beaucoup de ventes qu'un produit qui, on va dire, qui n'est pas dans les critères. Voilà. Les critères, on va dire, c'est des produits qui répondent à un problème. C'est-à-dire que si demain, vous avez par exemple un problème, n'importe quel type de problème, quelqu'un arrive avec une solution pour répondre à votre problème, vous allez forcément écouter cette personne-là. Vous allez forcément vous y intéresser. Peut-être acheter le produit ou pas. Mais en tout cas, on va dire, la plupart des produits sont des produits problème-solution. Voilà. Donc ça, c'est une chose importante. Après, pour la recherche produit, en fait, il y a plein de routines qui existent. Il y a les tools comme AdSpy, il y a énormément de tools de spy qui existent pour trouver des produits. Il y a la veille de ses concurrents. Il y a plein de choses qui existent. Donc, en fait, le but, c'est de trouver ce produit-là. Une fois qu'on a trouvé ce produit-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une vitrine pour le mettre sur Internet. Cette vitrine-là, on appelle ça un shop e-commerce. Donc, dans mon cas de figure, j'utilise Shopify.
Pourquoi Shopify? Parce que c'est une plateforme, on va dire, qui est relativement simple, entre guillemets, d'utilisation, qui est à la portée de tout le monde et qui va permettre surtout, de façon native, d'intégrer les processeurs de paiement dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc c'est fait pour ça, c'est étudié pour ça et c'est développé dans ce sens-là. Et c'est une plateforme aussi qui est très, très, très stable dans le temps, contrairement à d'autres plateformes e-commerce qui existent, qui sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes à maintenir et à mettre en place. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a notre Shopify, on va créer notre site pour le mettre sur les réseaux ensuite. Mais ce qui est important aussi de savoir dans Shopify, c'est qu'il existe des templates différents qui vont nous permettre de faire ressembler notre shop à plus ou moins ce que l'on veut. Voilà. Un template, on va dire, c'est un plugin qui va se mettre dedans, qui va permettre de faire ressembler notre site plus à un site de marque, plus à un site, on va dire, plus joyeux, plus sérieux, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est important de savoir qu'il existe cette partie-là et de pouvoir faire ressortir l'aspect que l'on veut sur ce Shopify-là. Je prends un exemple concret. Si par exemple on vend un produit pour chien, on ne va pas avoir le même site que si on vend des bijoux haut de gamme. Voilà. Donc sur un bijou haut de gamme, on va avoir un site beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus brandé, qui va donner beaucoup plus confiance aux gens, parce que c'est un produit pour chien, ça va être un produit qui va être un site qui va être beaucoup plus fun, avec beaucoup plus de couleurs, etc., etc. Donc les templates vont nous permettre en fait de jongler là-dessus et de trouver le bon équilibre entre tout ça. Voilà, une fois qu'on a fait notre site, il va falloir maintenant voir quel discours commercial on va avoir, quelle offre on va mettre en place, etc. Donc après, c'est toute la rédaction, on va dire, qu'il va y avoir au niveau copywriting, au niveau marketing, savoir ce qu'on veut faire passer comme message, quelle offre on va mettre, etc., etc., qui va faire que quand le client va arriver sur notre site, sur notre produit, il va se dire, OK, l'offre est vraiment irrésistible, ce produit, il me le faut, j'en ai besoin, donc je vais pouvoir l'acheter parce qu'il y a une belle offre. Voilà. Donc voilà plus ou moins la partie highlight qu'on va mettre en place dans un premier temps pour cette étude de cas-là. Et c'est, on va dire, dans 99% des cas, c'est exactement ce qui se passe pour tous les sites e-commerce. Mais c'est une chose très importante à prendre en compte parce que c'est la base et c'est très important de procéder de cette façon-là. Voilà. Après, au niveau stratégique de ce qu'on a mis en place, là, je pense que Djibril, on peut pouvoir partager le mind map pour peut-être rentrer plus in deep, en détail, pour vous montrer un peu le genre de stratégie qu'on a mis en place pour ces résultats-là. Yes, donc comme à notre habitude, on se retrouve sur un mind map pour que vous soyez en mesure d'avoir une vision très très claire, une vision systémique sur l'ensemble des étapes à suivre et qui vont vous permettre de pouvoir reproduire des résultats similaires ou du moins en tout cas déjà adopter une méthodologie similaire à la nôtre. JP, je vais te laisser la main et nous expliquer concrètement, que ce soit en fait sur Google, quelles sont les différentes actions à mener, quelles sont les étapes à suivre sur Facebook et de l'autre côté, donc quels sont les logiciels à utiliser et surtout, en fait, quel est leur intérêt concret. Donc, je te laisse la main. À toi de jouer. Ok, ça marche, merci Djibril. Oui, donc comme on disait tout à l'heure, en fait, une fois que notre écosystème global est mis en place, on va rentrer maintenant plus en détail concrètement, et ce que je pense qui vous intéresse aussi, de la stratégie, qu'est-ce qu'on a mis en place, comment on a mis en place et quels outils on a utilisés. Donc, pour arriver à nos résultats, donc entre 0 et 15 KD en 3 jours, on a utilisé deux plateformes. Donc, la plateforme de Google et la plateforme de Facebook. Donc, pour la plateforme de Google, c'est mon associé Sophia qui s'en occupe, parce que c'est elle qui est l'experte dessus. Et sur la partie Facebook, c'est moi qui m'en suis occupé. Donc, pour revenir sur Facebook, déjà dans un premier temps, chaque compte particulier sur Facebook possède un business manager personnel. Donc, en fait, c'est cet outil-là qu'on va utiliser pour faire nos pubs sur Facebook. Pour la partie Google, en fait, c'est complètement différent. Par rapport à notre adresse mail, on va créer un compte Google qui va correspondre à l'adresse mail de notre boutique. Voilà. Donc, c'est une adresse Gmail aussi qui va nous permettre de faire ça. Donc, voilà pour la partie écosystème et des outils qu'on a utilisés. Ensuite, au niveau logiciel, on a utilisé le logiciel qui s'appelle Shopify, qui est la plateforme, on va dire, la plus commune pour la partie e-commerce, et notamment dropshipping, qui permet de façon native, et ça c'est une chose très importante, d'inclure dedans la partie moyen de paiement. Parce qu'en fait, quand on va vouloir encaisser de l'argent de nos clients, il faut qu'on puisse le faire de façon légale et de façon qui réponde, on va dire, à tous les critères officiels de notre pays par rapport aux normes, etc. Et Shopify intègre ça de façon native. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on va pouvoir plugger notre Stripe et notre PayPal de société directement sur le Shopify pour pouvoir encaisser l'argent de nos clients. Voilà. Donc ça, c'est le CMS qu'on va utiliser.
Il en existe d'autres, comme PrestaShop, comme WooCommerce, etc. Sous WordPress. Mais moi, je préfère utiliser Shopify pour des questions de simplicité et de stabilité. Pourquoi? Parce que la plateforme Shopify, qui est une société canadienne cotée en bourse, a énormément de serveurs et hyper stable au niveau notamment hacking et au niveau mise à jour. Voilà. C'est très, 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 très rare que Shopify soit down, contrairement à des plateformes WordPress, WooCommerce, etc., qui sont un système complètement différent. Et aussi, par rapport à ce que je disais, au niveau de la mise en place, c'est une mise en place relativement simple qui permet à tout un chacun de pouvoir créer une boutique rapidement de façon tout à fait saine et pérenne. Il faut savoir aussi que Shopify intègre aussi ce qu'on appelle des plugins. Donc, c'est des thèmes sur lesquels on va pouvoir plugger, sur le Shopify, qui vont permettre d'avoir des visualisations différentes de notre site. Je prends un exemple. Si par exemple, on a une boutique pour chiens et qu'on a à côté de ça une boutique pour vendre des diamants. Voilà. Les deux boutiques ne vont pas ressembler à la même chose. On va dire la boutique pour les diamants devra avoir plus de branding, avoir plus une grosse image de marque, sera beaucoup plus stylé, on va dire, qu'une boutique où on va vendre des équipements pour chiens. Alors, si je prends une boutique qui vend des colliers pour chiens, c'est une boutique qui va être beaucoup plus fun, avec plus de couleurs, des choses comme ça, qu'une boutique, on va dire, qui va demander beaucoup plus une image de marque beaucoup plus forte. Voilà. Donc, en fonction des thèmes, on va pouvoir adapter le thème en fonction aussi du produit qu'on vend. Donc, ça, c'est une chose très importante aussi. Et sachant que dans Shopify aussi, il existe des applications qu'on va mettre dedans. Donc, c'est ce qu'on voit pour l'instant à l'étape 2 et 3 de la partie logicielle, ici. Donc, 2 et 3. Donc, la partie Euritimer, c'est des applications qu'on va pouvoir mettre dessus qui vont nous permettre d'apporter un peu plus d'urgence, de scarcity, etc. par rapport à nos clients. Et la partie Deezer, c'est aussi la partie 3, c'est la partie qui va nous permettre de passer des commandes directement depuis notre site vers notre fournisseur tierce. Parce que pour rappel, le dropshipping, c'est le client vient sur notre boutique, il nous paye. Une fois qu'il nous a payé, nous, on passe commande au fournisseur et le fournisseur livre directement le client. Et ça, par le biais d'une application qui s'appelle Desserts, qui nous permet de faire ce lien-là directement et de façon automatique. Et ensuite, on a des outils de tracking qui nous permettent de voir un peu les métriques, pour voir un peu comment notre boutique évolue, comment le client agit aussi sur notre boutique, etc. Donc voilà pour la partie, on va dire, le logiciel. Si on revient maintenant sur la partie, on va dire… Je vais juste ajouter un petit élément, on va dire une petite remarque importante ici, c'est que bah voilà, aujourd'hui, vous voulez réaliser un chiffre d'affaires conséquent. Ce qui est important, donc je reviens en fait juste sur le point numéro 2 au niveau des logiciels, c'est la partie en fait scarcity et urgence. Et en fait, ce logiciel-là, à quoi est-ce qu'il va vous servir concrètement? C'est faire en sorte que la personne passe à l'acte d'achat le plus rapidement possible et surtout, en fait, qu'elle ne quitte pas votre site internet sans être passée à l'acte d'achat. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qui demande beaucoup de temps, d'énergie et de ressources finalement, bah, c'est réussir à capter en fait l'attention du client. C'est réussir à capter son attention, c'est réussir à instaurer un climat de confiance. Et si aujourd'hui, comment dire, ça vous demande déjà beaucoup d'énergie et de ressources de ramener le client sur votre site internet, bah, faites tout pour pouvoir augmenter le niveau de rétention déjà sur sur ce même site et faire en sorte que la personne elle puisse passer à l'acte d'achat le plus rapidement possible. Maintenant, le but, parce qu'il y a pas mal de logiciels, il n'y a pas que celui-là pour pouvoir créer du scarcity, de l'urgence en fait sur une page de vente. Mais ce qui va être important, c'est de créer en fait une urgence crédible aussi aux yeux du client. C'est pas juste de venir et de dire dans une minute, ce produit ne sera plus disponible. Non, il faut que derrière, il y ait quand même un minimum de réflexion parce que je vois quand même beaucoup ça en fait, des fois sur des sites e-commerce du type il ne reste plus que 3 articles en stock. Mais la manière en fait dont c'est fait, la manière dont c'est communiqué, la manière dont c'est présenté fait que ça sonne faux. Et donc, finalement, c'est limite, ça va faire chuter le taux de transformation sur la page au lieu de l'augmenter, quoi. Donc voilà, donc soyez juste vigilants par rapport à ça. C'est un point qui peut apporter du résultat, mais il faut le faire de la bonne manière, quoi. Exactement. Et les boutiques, on va dire e-commerce, ont beaucoup évolué entre il y a 2-3 ans et par rapport à maintenant. Effectivement, il y a 2-3 ans, il y en a qui le font encore. Ils mettaient ce genre d'urgence-là qui ne sert absolument à rien aujourd'hui. Les gens sont trop habitués à voir ça et c'est pas ce qui fait que ça convertit. Voilà. Donc en fait, la stratégie marketing, il faut vraiment prendre en compte ce truc, cette chose-là et quelle urgence on va mettre et quel type d'urgence logique et de façon bien faite
il faut mettre en place. Ça, c'est très, très important, effectivement. Parce que, comme tu disais, c'est très important de pouvoir convertir au maximum les clients qui sont venus sur notre site. Parce que c'est, on va dire, le nerf de la guerre, c'est de pouvoir ramener le maximum de personnes sur son site. Si on ramène des gens et que le site ne convertit pas, ça ne sert à rien. Voilà. Donc c'est pour ça que la partie, on va dire, après setup, on va dire, de nos fiches produits, etc., nos créatives, va être aussi importante. Voilà. Pour pouvoir garder aussi notre client sur notre site. Voilà. Good. Ensuite, si on passe à la partie maintenant setup Facebook de façon globale, une fois qu'on a créé notre site, on a fait notre recherche produit, on était à 3 créations de fiches produits qu'on a ici. On va passer à l'étape de créative et la création de nos fiches produits. Très important. Il faut absolument que dans cette partie-là, on intègre vraiment le discours qu'on veut faire passer à notre client. Je m'explique. Si par exemple on voit un produit qui a des objections, où le client se dit, OK, si j'achète ce produit-là, je risque d'avoir tel ou tel problème, etc. Il faut pouvoir, dans notre fiche produit et dans notre copywriting, pouvoir répondre impérativement à ces objections-là. Je prends un exemple, si par exemple, on achète un collier pour chien. Voilà, je prends un exemple bidon. On va aller par exemple sur les sites des concurrents, voir les commentaires. On va aller sur Amazon, voir les commentaires. On va aller sur Cdiscount, voir les commentaires, etc. pour voir un peu ce que les gens pensent du produit. Et dès qu'il y en a qui vont dire, par exemple, oui, ce type de produit-là ne tient pas en charge par rapport au LED, par exemple, dans notre fiche produit, parce qu'on sait que notre produit est bon, bien sûr, parce qu'on l'a commandé avant, parce qu'on l'a testé, etc., on va pouvoir répondre à cette objection-là en disant, voilà, la charge du produit dure entre tant de temps, et par contre, le collier peut être allumé pendant 5-6 heures. C'est un exemple. Il faut vraiment apprendre son produit, connaître son produit, pour pouvoir répondre aux objections de son client. C'est une chose très importante et qui doit impérativement apparaître dans notre fiche produit. Voilà, une fois qu'on a passé la partie 4, la partie des créatives, on va passer maintenant à la mise en place de la publicité. Donc la mise en place de la publicité sur Facebook, ça se structure de cette façon-là. On va créer une campagne, donc qui va on va dire, c'est le conteneur dans lequel on va avoir nos publicités. Dans cette campagne-là, on va avoir ce qu'on appelle des ad sets. Donc c'est des sous-éléments de cette campagne-là. Donc au niveau arborescence, ça se passe comme ça. Donc une campagne dans laquelle on va avoir des sous-éléments qu'on appelle des ad sets. Et dans chaque sous-élément, on va mettre nos publicités, nos créatives. Donc voilà, par exemple, on prend le collier pour chien. Notre campagne va s'appeler, admettons, collier pour chien. Dans cette campagne-là, comme je disais, on va avoir des sous-éléments. Donc le premier élément, premier ad set, ça va être par exemple un ciblage vers les propriétaires de chiens. Le deuxième élément, ça va être un ciblage vers toutes les races de chiens. Le troisième élément, ça va être etc., comme ça. Donc chaque élément va avoir une audience différente pour pouvoir essayer de trouver les poches d'acheteurs qui correspondent à cette audience-là. Voilà. Donc c'est ce qui va nous permettre de mettre en place notre structure de publicité au niveau de Facebook. Au niveau process, moi ce que je fais, c'est que je mets une campagne, je mets 10 sous-éléments, donc 10 adsets, et mon budget, je mets 10 euros par adset. Donc on va dire sur une campagne par jour, je mets à peu près 100 euros par jour. Voilà. Donc, une fois que cette structure est en place, on va pouvoir lancer la phase de testing. Donc, en fait, sur 24, 48 et 72 heures, pour voir un peu les résultats qu'on va avoir. Et on va s'apercevoir qu'au bout de, par exemple, 24 heures ou 12 heures ou 72 heures, nos métriques vont commencer à parler. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir du trafic. Une fois qu'on va avoir du trafic, on va pouvoir avoir suffisamment de data pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent, savoir on continue le produit, on ne continue pas le produit, ou alors on peut scaler, ou alors on peut couper tel sous-élément et mettre plus de budget dans tel autre sous-élément parce qu'il marche mieux, etc. etc. Voilà. Donc la maîtrise, on va dire, de la lecture des métriques, c'est une chose aussi très, 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 très importante qui va permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment, surtout. Et surtout, le gros inconvénient, si on ne fait pas ça, c'est qu'on va perdre de l'argent et on va donner trop d'argent à Facebook par rapport à ça. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on met trop d'émotionnel dans nos créatives ou dans nos produits. On se dit, OK, ça n'a pas marché pendant 2 jours, 3 jours. Je pense que si je mets un peu plus de budget, ça risque de marcher. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, il faut vraiment avoir des process clairs, nets et précis qui font que au bout de tant de temps, au bout de tant de visites, au bout de tant de data, on peut prendre des décisions de savoir on continue, on ne continue pas. Et si on continue, qu'est-ce qu'on fait derrière? Donc, c'est la partie 6, qui est la partie optimisation et scaling, voilà, qui est très, 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 très importante. Voilà. Ensuite, on va passer, voilà pour la partie Facebook. Ensuite, on va passer à la partie, on va dire, Google, avec tout l'écosystème de Google que l'on va pouvoir mettre en place et surtout la partie search dans un premier temps. Donc, je m'explique au niveau de Google. Ce qui se passe, c'est que l'écosystème est un peu différent de Facebook.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer notre compte Google à partir d'une adresse email, comme je disais tout à l'heure, et on va pouvoir créer ce qu'on appelle notre compte Google Ads, voilà, qui va nous permettre de pouvoir créer nos publicités de base. C'est le gestionnaire de publicité, on va dire, de Google. Sur cet écosystème Google, il va pouvoir se greffer plusieurs choses. Un analytics pour les données, un merchant center aussi si on veut faire du shopping, etc., etc. Sachant que Google aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça regroupe 4 plateformes différentes, contrairement à Facebook qui regroupe 2 plateformes entre Facebook et Instagram. Voilà. Google, par contre, c'est le search. C'est-à-dire quand on va taper des mots-clés dans Google, c'est les résultats qu'on va voir au niveau des recherches des mots. Ensuite, il y a la partie display. C'est la partie, on va dire, qui va permettre de poser nos publicités, son retargeting, son trafic froid sur des sites différents, partenaires de Google. Donc, si vous allez sur le site de La Poste ou sur le site de la SNCF ou le Bon Coin, vous voyez toujours des pubs qui vont apparaître de sites sur lesquels vous avez été. Donc, ça s'appelle un peu le retargeting, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais en fait, c'est la partie display de Google. Ensuite, il y a la partie YouTube, qui est très importante aussi, qui va vous permettre de pouvoir positionner vos publicités sur YouTube. Et la dernière partie, qui est la partie shopping, c'est-à-dire que quand vous allez taper, par exemple, collier pour chien, vous allez avoir des photos de colliers pour chien qui vont apparaître. Voilà. Je reprends l'exemple de collier pour chien parce que c'est vraiment surtout le produit à ne pas faire, qui s'est très, très, très bien vendu il y a certaines années, mais qu'il ne faut surtout pas vendre. Voilà. Mais qui est très parlant, on va dire, pour cet exercice-là. Ensuite, une fois que notre écosystème Google a été mis en place, on va faire plus ou moins la même chose que sur Facebook. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des campagnes. Mais la différence de Facebook où on va mettre des créatives, là, c'est le copywriting qui va être important. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rédiger des annonces textuelles qui vont apparaître quand on va taper certains mots-clés. Donc, si on tape coller pour chien, il faut que notre annonce, à nous, apparaisse en répondant aux besoins du client aussi dans notre annonce. Donc, tout l'art du copywriting, on va dire, des annonces Google est très important. Et c'est là où mon associé Sophia est très, 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 très douée aussi sur cette partie-là pour pouvoir catcher le regard du client et pouvoir l'intéresser pour qu'il clique sur notre annonce et pas sur l'annonce d'un concurrent. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait cette rédaction d'annonce, on va lancer nos campagnes de la même façon que sur Facebook. Et ensuite, il y a une phase d'optimisation qui se passe derrière qui permet de pouvoir lire nos métriques, pouvoir prendre les décisions au bon moment, à l'instant T, etc. Et de pouvoir optimiser nos campagnes pour ne pas perdre d'argent. Contrairement à Facebook, par exemple, une info supplémentaire par rapport à Google, on va pouvoir optimiser les mots-clés qui sont tapés par rapport à ça. C'est-à-dire que s'il y a des mots-clés qui ne sont pas intéressants pour nous, on va pouvoir les supprimer de la liste des mots-clés tapés pour n'apparaître que sur certains types de mots-clés. Voilà. C'est des stratégies complètement différentes, mais qui sont totalement complémentaires. Voilà. Donc c'est pour ça que dans notre exemple de notre cas de figure aujourd'hui, on a utilisé ces 2 canaux-là. Pourquoi? Parce que le produit s'y prêtait bien. Il y a des produits qui se prêtent bien sur Facebook, d'autres sur Google, et des produits qui se prêtent bien sur les 2 plateformes. Et notre produit, en fait, se prêtait bien sur ces 2 plateformes-là. Et c'est pour ça qu'on a eu ce type de résultat-là. Et puis voilà. Donc, je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ça, Djibril, ou si tu veux qu'on passe à la suite. Yes. Alors, en fait, moi, la petite question que j'aimerais poser en fait pour nos internautes, même si j'ai déjà, on va dire, j'ai déjà la réponse, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de, enfin, ok, ils se posent la question, c'est une chose, mais ils sont tous, pour la plupart, très très focus sur Facebook. Google, ça commence à être voilà, utilisé, les gens commencent à prendre conscience de l'intérêt. Mais est-ce que tu pourrais nous rafraîchir la mémoire sur le sujet, sur c'est quoi l'intérêt finalement de coupler les deux et c'est quoi la différence finalement entre lancer des campagnes de pub sur Facebook, sur Google, c'est quoi les avantages, les inconvénients de chacun? Ouais, c'est une très très bonne remarque. Pourquoi? Parce que euh, tout le monde a parlé de Facebook au niveau dropshipping, on va dire tous les formateurs qu'on a eu pour l'instant ont tous parlé de Facebook, que Facebook, Facebook, Facebook. Effectivement, il n'y a pas que Facebook. Il y a aussi d'autres plateformes qui sont très intéressantes, notamment Google. Voilà, il y en a d'autres qui sont intéressantes, mais on va parler dans notre cas de figure, puisque c'est notre cas d'étude aujourd'hui, Facebook et Google. Google est intéressant, pourquoi? Parce que on va pouvoir avoir la stratégie complètement différente. Pour pouvoir faire du chiffre sur Google, il faut qu'on ait des recherches par rapport à certains mots-clés, par rapport à notre produit. Je prends l'exemple du collier pour chien, toujours, de la même façon. Si on tape dans des outils pour voir un peu le volume de recherche de collier pour chien, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de recherches
pour les colliers pour chiens. Donc, effectivement, donc, si il y a une recherche sur Google pour ce type de produit-là, c'est intéressant de se positionner. Maintenant, si on a des mots-clés ou un produit sur lequel on n'a pas de recherche spécifique dans Google, ça ne sert à rien d'apparaître dans Google forcément. Voilà. Donc, on pourra faire un peu de chiffres, mais en fait, le volume de chiffre d'affaires de Google va dépendre intrinsèquement du nombre de volume de recherche des mots-clés. Voilà. Donc ça, c'est une chose très importante à prendre en compte. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y a certains produits qui vont être Google friendly et d'autres Facebook friendly. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de recherche dans Google par rapport à des termes de recherche spécifiques par rapport à notre produit, on ne vendra pas ce produit-là sur Google. Voilà. Donc ça, c'est important d'avoir ces deux-là. Et dans notre cas de figure, surtout dans ce type d'études de cas, les deux plateformes étaient complémentaires. C'est-à-dire que on a pu ramener beaucoup de volume de recherche sur Facebook. Les gens ont vu beaucoup de produits, la marque, et après, on l'a tapé dans Google. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, le Google a une sorte de notoriété aussi dans la tête des gens. Si c'est sur Google, c'est, on va dire, c'est plus ou moins vrai, on va dire. Donc les gens vont avoir plus confiance dans Google que dans Facebook. Les gens ne vont pas se dire, OK, c'est une arnaque, forcément, alors que c'est dans Google. Voilà. Et s'ils font la recherche, ils voient le site, ils voient une annonce, etc., ils vont avoir plus confiance. On a eu le cas de figure avec plusieurs clients à nous, au niveau media buying, qui vendaient des produits très chers, mais qui ne se vendaient pas sur Facebook, mais qui se vendaient que sur Google. Et par contre, tout le trafic venait de Facebook. Tu vois. Et en fait, dès qu'on baissait le budget sur Facebook, il y avait moins de ventes. Parce que les gens voyaient le produit sur Facebook et du coup tapaient les mots-clés dans Google. Ils voyaient que la marque apparaissait et ils achetaient de cette façon-là. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette complémentarité entre les deux. Voilà, Au-delà de ça, peut-être aussi un petit élément que je pourrais ajouter en fait, à ce que tu viens de partager, c'est que en fait, dites-vous un truc, c'est que lorsque vous lancez en fait une campagne sur Facebook, en fait, vous touchez des gens qui, à la base, n'ont rien demandé. Ça veut dire que, en gros, ils sont en train de vivre leur vie tranquillement sur Facebook et ainsi de suite. Ils scrollent et à un moment donné, soit voilà, vous regardez une vidéo et bah voilà, la vidéo est interrompue par votre publicité, ou alors ils scrollent leur fil d'actualité et ils voient votre pub. Mais là, en fait, sur Facebook, il y a un effort supplémentaire, on va dire, à réaliser parce qu'il va falloir capter l'attention et finalement détourner l'attention en fait, de l'internaute de telle sorte qu'il puisse cliquer. Donc, en fait, il va falloir créer de l'intérêt. Alors que sur Google, l'intérêt, il est déjà présent. Ça veut dire que, en fait, vous allez vous positionner sur des mots-clés. Sauf que pour pouvoir se positionner sur des mots-clés, comme l'a dit Jean-Philippe précédemment, il faut d'abord qu'il y ait un volume de recherche. Donc, votre intérêt, c'est d'identifier quel est le mot-clé ou les mots-clés, les expressions clés finalement sur lesquelles vous devez vous positionner. Il faut qu'il y ait un volume de recherche qui soit suffisamment important, parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de demande et donc il n'y a pas d'intérêt à se positionner sur ces mêmes mots-clés. Et de l'autre côté, surtout, sur Google, très souvent, en fait, l'intérêt, il est déjà là. Et parfois même, l'intention d'achat est déjà présente en fonction des mots-clés sur lesquels vous allez vous positionner. Quelqu'un qui va taper, qui arrive sur Google et qui va taper collier pour chien, exemple, vous vous êtes positionné sur ces mots-clés. Mais vous savez que les personnes qui vont arriver, bah, ça sera du trafic qui est qualifié et qui a déjà démontré en fait, de l'intérêt pour ce que vous avez à offrir parce qu'elle l'a tapé elle-même. En revanche, sur Facebook, ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, il y a une complémentarité et on va dire, quand même se dire que sur voilà, un volume de peut-être 100 visiteurs, le trafic provenant de Google, la majeure partie du temps, il est quand même beaucoup plus qualifié que celui en fait, que vous allez avoir sur Facebook. Donc voilà. Après, ça ne veut pas dire que parce que le trafic est plus qualifié ici, vous ne devez pas faire du Facebook. Les deux peuvent fonctionner. Maintenant, c'est juste une question de ratio, d'analyse et d'optimisation, quoi. Donc voilà. autre chose, un point important, c'est que Google sera beaucoup plus stable dans le temps que Facebook, par exemple. Si on trouve un bon produit sur Google, il va être peut-être moins explosif au niveau chiffre d'affaires que sur Facebook. Parce que Facebook, on peut très vite scaler, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais par contre, sur Google, ça peut être beaucoup plus stable sur le long terme. Voilà. On va pouvoir pérenniser le chiffre d'affaires et assurer une certaine stabilité, quoi. Exactement. Ok. Bah, thank you. Ça marche.
au-delà de cette vision systémique qu'on vient de partager voilà, à nos auditeurs et aux personnes qui nous regardent aujourd'hui sur YouTube, est-ce que tu peux nous partager une étude de cas en fait concrète sur, je ne sais pas moi, quel produit est-ce que tu as vendu, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir le vendre et ainsi de suite. D'accord. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail en fait, de ce qui était fait au niveau de la stratégie. Sur cette étude de cas-là, effectivement, on est passé de 0 à 15 KD en l'espace de 3 jours. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a mis en place exactement tout ce qu'on a vu pour l'instant. Et le petit tips en fait, que je peux donner aujourd'hui, on a lancé ce type de trafic-là sur 3 business managers différents. Voilà. Donc ça, c'est une chose très importante. Pourquoi? Parce que Facebook n'est pas forcément une science exacte. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un business manager à un autre, on peut avoir des résultats qui sont complètement différents. Et c'est vraiment le cas qu'on a eu dans notre cas de figure là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous dis, on a lancé sur 3 business managers différents au niveau de Facebook. Et on a eu 3 types de résultats différents. Et en fait, on a pu scaler sur le business manager sur lequel on avait de beaucoup plus de résultats. Pour donner un exemple au niveau des chiffres, sur le premier jour, on a dépensé 180 euros de budget publicitaire. Et on avait fait 3 400 euros de chiffre d'affaires sur le premier jour sur Facebook. Tu vois. Donc, et sur un autre business manager, pour la même type de pub, etc., on avait fait 0 euros. Donc, c'est très important de comprendre ça et de pouvoir diversifier aussi ses business managers en fonction de si on peut le faire, etc. Voilà, pour vraiment optimiser et trouver vraiment les poches d'acheteurs qui sont importantes. Donc, une fois qu'on a vu, par exemple, que sur ce business manager, on avait de bons résultats sur la première journée, donc on est passé directement en phase de scaling. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait l'augmentation de budget et l'optimisation de nos campagnes pour essayer d'aller chercher le maximum de résultats pour le minimum de budget publicitaire dépensé. Et sur Google, c'était exactement le même type de principe. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait un potentiel. On a pu voir, Google, c'est un petit peu différent parce que c'est basé sur les mots-clés. On a pu commencer à avoir une exclusion de mots-clés, etc., etc. Comme on a eu beaucoup de trafic rapidement, on a pu avoir beaucoup de data rapidement pour pouvoir prendre ce genre de décision-là. En fait, tout l'honneur de la guerre est là, c'est qu'une fois qu'on a vu que ce produit-là fonctionnait super bien et que les résultats étaient là, on a pu passer à la phase qu'on a vue tout à l'heure sur le mind map de scaling et d'optimisation. En fait, cette phase de scaling d'optimisation s'est faite très, très, très rapidement. En fait, c'est fait quasiment sur 3 jours pour arriver à ces résultats-là. Donc, en fait, on a pu augmenter les budgets correctement en lisant les bonnes métriques, les bonnes, comme je disais, ad-set, c'est-à-dire les sous-éléments qu'on avait, lesquels fonctionnaient, lesquels ne fonctionnaient pas, savoir comment on allait répartir notre budget pour mettre beaucoup plus de budget sur ce qui fonctionnait et réduire le budget sur ce qui ne fonctionnait pas. Voilà, c'est pour ça qu'on a réussi à faire ce type de résultat-là en si peu de temps, vraiment en optimisant, c'était vraiment à l'heure près, on était sur le business manager et sur le Google l'analytics vraiment en permanence pour essayer de voir un peu les résultats, comment ils prenaient, etc., pour pouvoir augmenter rapidement les budgets sur ce qu'ils prenaient pour arriver à ce genre de résultats-là aussi rapidement. Voilà. Okay. Ensuite, par rapport au produit, je ne donnerai pas le produit parce que c'est un produit qui peut encore servir, etc. Mais en général, vous verrez, en règle générale, les dropshippers ne donnent pas leurs produits parce que c'est, on va dire, le nerf de la guerre quelque part. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, c'est un produit qui répond à un besoin. En fait, il faut prendre en compte l'actualité aussi. Dans ce cas-là, c'est un produit qui répond à un besoin par rapport à l'actualité du moment. Donc ça, c'est une chose très importante aussi. C'est quand on fait notre recherche produit, il faut prendre en considération l'époque dans laquelle on est, le moment dans lequel on est. Je prends l'exemple si c'est les gilets jaunes, si c'est le confinement, s'il y a ceci, s'il y a cela, etc. Quel type de produit on va pouvoir vendre qui va répondre à un besoin de plus de personnes possible. Voilà Donc, par rapport, pour rentrer un peu plus en détail il y a une de ce qu'on vraie a mis en question place. il y a une vraie question de timing finalement, même dans la recherche produit, parce qu'après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent, qui recherchent des produits, mais qui ne sont pas, on va dire, forcément attentifs aux besoins du marché, aux tendances actuelles, et ainsi de suite, quoi. OK. Très bien. Tout ça, pour pouvoir passer de 0 à 15K voilà, par jour, en l'espace de 3 jours, c'est quoi le budget finalement qui a été, on va dire, consacré à cette même opération au départ, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ah ouais, mais j'ai pas, moi, j'ai pas des milliers des cents, j'ai pas
pas énormément de capital au départ pour pouvoir démarrer, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que tu peux leur dire à ces personnes? C'est une très, très, très bonne question. Et c'est vraiment une question que j'ai souvent en coaching ou alors en accompagnement. Les gens se demandent effectivement quel budget il va falloir allouer pour pouvoir scaler. Dans tous les cas de figure, si on veut faire du chiffre, il faut avoir déjà un budget initial. Si on veut pouvoir scaler très, très fort et très rapidement dans notre cas. Si je prends l'exemple de ce cas-là, on va dire quand on dépense, enfin quand on a à peu près 15 cas de CA par jour, on dépense entre 2 et 3 000 euros par jour. Donc, si on répercute ça sur 10 jours, ça fait déjà 30 000 euros. Sachant qu'en parallèle de ça, il faut pouvoir passer des commandes à son fournisseur. Donc, dès qu'il y a une commande, 24 heures après, il faut qu'elle soit passée chez le fournisseur. Donc, il y a tout ça, toute cette partie-là à anticiper aussi. Effectivement, quelqu'un qui arrive avec un budget, on va dire, de 1 000 euros ne pourra pas faire ce genre de résultat-là. Par contre, ce qu'il pourra faire, c'est pouvoir scaler, pas aussi rapidement, mais par contre dans le temps. C'est-à-dire qu'il va mettre l'argent qu'il peut, il va récupérer le fruit de ses résultats, il va le réinjecter dans son business, et ça fait en fait ce qu'on appelle l'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'on démarre tout petit, et au fur et à mesure, on augmente, jusqu'à pouvoir avoir suffisamment de capital pour pouvoir mettre 2, 3, 4 000 euros par jour dans son business. Okay. Effectivement, c'est le nerf de la guerre, en fait, pour dire, OK, bah, après, on a d'autres exemples, etc., de réussite de 2 millions, 3 millions, etc. Mais par contre, si on n'a pas le budget suffisant derrière pour pouvoir alimenter de cette grosse machine, ça ne fonctionne pas. Et la même chose aussi que je pourrais dire, c'est par rapport aux processeurs de paiement. Si on arrive du jour au lendemain à encaisser 10, 15, 20, 30 000 euros en 1 ou 2 journées, les processeurs de paiement vont bloquer. Donc en fait, il faut avoir des processeurs de paiement qui ont eu l'habitude d'encaisser de l'argent, qui ont passé certains steps de vérification aussi, pour pouvoir, le jour J, une fois qu'on a le produit, etc., pour pouvoir commencer à encaisser. C'est pour ça que le dropshipping et l'e-commerce, c'est vraiment quelque chose qui se fait étape par étape. Voilà. Ok, ça marche. Du coup, même si tu as abordé, on va dire, brièvement le sujet, enfin, une personne, par exemple, qui va avoir un capital de 1 000 euros, 2 000 euros à injecter en fait, dans la publicité, à quoi est-ce qu'elle peut s'attendre approximativement? Je ne dis pas que ça va être, enfin, je ne m'attends pas, on va dire, à un montant ultra précis, parce qu'effectivement, il y a des campagnes qui peuvent être beaucoup plus performantes que d'autres, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça peut avoisiner quoi concrètement? Ça peut aller très vite, en fait. Si tu as déjà 1 000 ou 2 000 euros, c'est déjà beaucoup. Quand tu démarres et que tu as quelque chose qui prend, tu vois, après, il faut répartir son budget, comme je disais tout à l'heure, en pensant que, OK, il va falloir que je passe mes commandes, donc, etc., etc. Après, il y a aussi une chose dont on n'a pas abordé aussi, mais qui est sous-jacente et logique quelque part, c'est que le business manager, au départ, quand il est neuf, on ne veut pas dépenser une certaine somme non plus. Donc, comme je disais, une fois que tout notre écosystème est en place, là, oui, effectivement, on peut faire ces chiffres. Mais quelqu'un qui démarre avec 1 000 ou 2 000 euros, il peut s'attendre à faire rapidement, sans problème, 1 000 euros de CA par jour, par exemple. Tu vois, parce que 1 000 euros de CA par jour, il peut faire son roulement, on va dire, en passant ses commandes, etc., pour après augmenter son budget. Une fois que le Stripe lui aura versé l'argent, ou PayPal, etc., pouvoir commencer à optimiser les choses. Et passer de 1 000 à 2 000, 3 000 euros par jour, on va dire rapidement en une semaine, 15 jours, s'il faut. Oui, bien sûr. D'accord. Donc là, en fait, une personne qui vient et qui démarre avec un capital de 1 000 euros peut rapidement passer de 1 à 3 cas par jour, quoi, en termes de chiffre d'affaires. Exactement, oui, tout à fait. Ok. Et au niveau des marges, on se situe où à peu près avec un. Enfin, voilà, on passe de 0 à 15 cas par jour en 3 jours. C'est quoi les marges à peu près qui sont générées? Alors, les marges vont dépendre de plusieurs critères. Bah, de l'optimisation fiscale que l'on a effectivement ou pas, de l'endroit où on vit, si on paye la TVA, si on déclare la TVA, etc., si on fait les choses correctement, légalement, etc., etc. Sachant qu'il y a toujours 20% de TVA à payer. Et ça va dépendre aussi du prix du produit par rapport au prix d'achat, par rapport au prix de vente. Je prends un exemple. Si on achète un produit 5 euros et qu'on le revend 100 euros, je prends des extrêmes, hein, on n'aura pas la même marge que si on achète un produit 5 euros qu'on vend 10 euros. Voilà. Donc il y a cette partie-là aussi à prendre en ligne de compte. Mais dans notre exemple ici, on va dire que la marge bénéficiaire était à peu près de 30%. D'accord, ok. Parce que la valeur perçue de notre produit était très élevée. Enfin, en fait, quand on fait de la recherche produit aussi, c'est ce qu'on voit dans l'information, c'est que la valeur perçue du produit est très importante par rapport au prix de vente. C'est-à-dire que si on achète un produit 5 euros, mais que sa valeur perçue, on va dire, est de 10 euros, ça ne sert à rien de le vendre. Mais par contre, si on achète un produit 5 euros, mais sa valeur perçue aux yeux des gens, etc.,
et de 30-40 euros, là, c'est intéressant de le vendre. Ok. Donc, ouais, 30%, en fait, ça revient à peu près à quoi? 4K, quoi. 4000, Ouais, à peu près 4000 euros par jour, quoi, qui c'est ça. ont été générés de par cette opération. Ok. Bah, écoute, nickel. Moi, je n'ai pas de questions, on va dire, supplémentaires par rapport à, on va dire, par rapport à tout ça. Je pense que c'est suffisamment clair pour tout le monde, que ce soit au niveau du plan d'action, des différentes étapes à mener. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que voilà, ce type de résultat, bien évidemment, c'est accessible à tous. Maintenant, pour pouvoir y parvenir, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut se former un minimum. D'accord. Donc, une personne qui va venir et qui va se dire du jour au lendemain, je lance ci, je lance ça, etc. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut qu'il y ait des bases. Il faut qu'il y ait des bases solides, que ce soit dans tout ce qui est voilà, optimisation de site internet, copywriting. Donc, le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. Que ce soit au niveau de la partie speed testing, donc vous lancez des campagnes de pub sur Facebook, sur Google. Il faut savoir finalement quelles vont être les variantes au niveau des publicités que vous allez tester, savoir analyser une publicité performante ou non, couper la mauvaise au bon moment, etc. D'accord. Donc, il y a pas mal d'éléments finalement à prendre en considération. Et cette stratégie-là, bien évidemment, même si la méthodologie est la même pour tout le monde, la stratégie, elle, est unique. Et donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, nous, on peut vous offrir une session stratégique complètement gratuite pour pouvoir concevoir avec vous, en fait, un plan d'action qui collera parfaitement aux résultats aux résultats que vous souhaitez atteindre tout simplement, quoi. Donc, on s'appelle, on voit concrètement où est-ce que vous en êtes, quelles sont les ressources dont vous disposez. À la suite de ça, voilà, vous pourrez avoir un appel avec notre équipe, donc que ce soit Jean-Philippe ou d'autres personnes au sein de notre organisation, de telle sorte que voilà, vous aussi, vous puissiez accélérer la croissance de votre entreprise. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, JP, ou est-ce que c'est good for you? Il faut savoir que l'appel stratégique qui est offert là, en fait, va vraiment s'adapter à votre situation. C'est ça qui est important, c'est qu'on va vraiment faire le tour de ce que vous avez mis en place, que vous ayez un business physique, que vous soyez commerçant, que vous partez de zéro complètement, on va vraiment s'adapter par rapport à ça. Et la formation aussi adaptée par rapport à tout type de niveau ou type de business qu'on va mettre en place. Ça peut être aussi des gens qui veulent simplement se former sur la partie media buying et comprendre comment fonctionne les publicités pour après eux-mêmes proposer leur service de publicité, par exemple. Tu vois. Donc c'est vraiment relativement large. Et pour un petit mot de la fin, je dirais qu'il faut se former, il n'y a pas de secret. Je veux dire, on peut avoir un coup de chance sur certaines choses. Ça m'est arrivé de voir des gens qui avaient fait des bons résultats et qui étaient incapables de reproduire ces résultats-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient pas formés. Ils ont eu la chance d'avoir un bon produit qui s'est vendu à un instant T, mais ils sont incapables de reproduire en fait cette chose-là. Et en fait, ce que nous, on apporte, c'est vraiment tous ces process-là, toutes ces stratégies, tout notre savoir en fait dedans. Voilà. Good, donc parfait. Merci, merci JP pour ton intervention. Donc voilà, donc c'est très simple. Pour ceux que ça intéresse, vous cliquez sur le lien en bas dans la description. Et puis, voilà, à la suite de ça, on sera en mesure de pouvoir concevoir le plan d'action adapté et personnalisé en fonction de ce que vous souhaitez atteindre. Je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez et activez les notifications parce qu'on va vous partager en fait une série de vidéos plutôt intéressantes avec des études de cas concrètes un petit peu comme celle-ci pour que vous soyez en mesure de pouvoir reproduire la même chose. Voilà, donc je vous dis à très vite et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Merci Djibril. Ciao, ciao tout le monde. Allez, ciao.